C'est toujours un motif d'émerveillement de voir à Blois que à 9h30 les salles sont combles et que voilà, tout le monde est là par esprit de curiosité, surtout aujourd'hui après les périodes de pandémie quand même qu'on a vécues, voir ces salles qui se remplissent toutes les unes après les autres, c'est un vrai bonheur. Je me présente très rapidement, c'est pas moi que vous êtes venu écouter, moi je suis Héloïse Lérété, je dirige la rédaction du mensuel Sciences Humaines. Quelques-uns me connaissent peut-être parce que tous les ans j'anime des débats ici. Mais aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que je connais bien puisque ça fait tout juste 15 ans qu'on se connaît, Jean-François. 15 ans que je suis arrivée un peu timide à Auxerre où il y avait la rédaction de Sciences Humaines fondée par Jean-François Dortier. Comment présenter Jean-François pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? Quand je suis arrivée à Sciences Humaines, bon, tu étais évidemment un homme de presse puisque tu avais fondé ce groupuscule qui était Sciences Humaines, petit groupe de presse indépendant avec un magazine, mais aussi une maison d'édition, des hors-séries et puis toujours des projets en ébullition ou en acte. Jean-François, à l'époque, tu te disais moins journaliste ou homme de presse que sociologue. En tout cas, souvent, c'est ainsi que les médias te présentaient, parce que tu avais fait des études de sociologie, de doctorat. Mais on voyait bien que déjà, ça te satisfaisait pas tout à fait, parce que tu as un esprit quand même assez encyclopédique. Et puis d'ailleurs, tu avais fait aussi des études de mathématiques, tu avais fait des études de philosophie. Et puis, par ton métier, tu faisais des études en permanence, en fait. Parce que quand on est journaliste à Sciences Humaines, on étudie la psychologie, on étudie l'histoire, on étudie la géographie, on étudie l'anthropologie, les sciences du langage, les sciences des religions, la linguistique. Donc, tu te sentais un peu enfermé quand même dans cette étiquette de sociologue. Tu es auteur, écrivain, scientifique. Tu as écrit de nombreux livres. Le dernier, c'est toute la philosophie en 4 questions. On voit bien ton esprit, là encore encyclopédique et synthétique. Mais tu as écrit aussi L'homme, cet étrange animal, toujours cette enquête que tu mènes depuis toujours, au fond, sur qui sont les humains. Le cerveau et la pensée, le dictionnaire des sciences humaines, les humains mode d'emploi, après quoi tu cours. Enfin, il y a quand même déjà une véritable œuvre scientifique. Quelquefois, pour t'amuser, je t'ai entendu dire que tu étais touche-à-toutologue. Et puis, depuis quelques années, ça y est, j'ai l'impression que tu as trouvé ton vrai métier, ta vraie identité, ton ADN. Et il n'y a que toi qui es donc un humanologue. Peut-être que tu peux nous expliquer toi-même ce que c'est qu'un humanologue. Bonjour à tous, merci. Il faut appuyer sur le bouton. Le nom dit ce qu'il veut dire. L'humanologue, c'est l'étude de l'être humain, tout simplement. Qui sont les êtres humains ? Voilà, c'est effectivement la question première qui est aux sources, au fondement des sciences humaines en général, et puis même d'une partie de la philosophie. Donc essayer de comprendre l'être humain, c'est essayer de comprendre est-ce qu'il y a une nature humaine, à quoi les humains pensent et surtout comment ils pensent. Ce sont des êtres sociaux, ils vivent en société, mais pourquoi ils vivent en société ? Pourquoi ils se déchirent parfois ? D'où ils viennent ? C'est la question de leur origine. Donc moi, j'ai jamais pu me résoudre à m'enfermer effectivement dans une seule discipline, parce que les êtres humains ne se laissent pas attraper par les filets d'une seule discipline, d'une seule théorie. Et donc, si vous pratiquez un sport qui est l'équivalent du décathlon pour les sciences humaines, eh bien, vous faites une science transdisciplinaire de l'humain. Ça s'appelle l'humanologie. Le terme premier, d'ailleurs, c'était au fondement c'est un peu le même mot que l'anthropologie. L'anthropologie, c'était le terme inventé par Kant en 1800 pour parler de la science de l'homme. Et l'anthropologie, c'était, voilà, il a écrit un livre qui s'appelle L'anthropologie d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire l'anthropologie connaîtra l'être humain, puis en plus pour avoir des applications pratiques. Et puis l'anthropologie est devenue cette discipline spécialisée qui est l'étude de ce qu'on appelait les peuples premiers, on disait primitifs à l'époque ou sauvages. Bon, et donc toutes les sciences humaines se sont compartimentées, spécialisées. Et donc, 2 siècles après leur naissance, moi, quand j'ai créé Sciences Humaines, mon but, c'était de savoir où on en était du savoir sur les êtres humains. Et donc, Sciences Humaines, c'est un formidable outil
pour moi, je vais peut-être vous montrer tout à l'heure quelques couvertures pour ceux qui ne connaissent pas, ça fera une page de publicité, pour essayer de comprendre l'être humain. Donc, et au bout de 30 ans de bons et loyaux services au service des sciences humaines, j'ai décidé depuis effectivement 2 ans de passer la main à Héloïse, qui est là, de la direction de l'entreprise, du magazine surtout, et puis des livres, pour me livrer à mon petit travail personnel d'humanologie. Alors, et donc je me suis un peu retiré, j'ai créé mon magazine, qui s'appelle l'Humanologue, dans lequel, voilà. Alors, je suis pas tout à fait tout seul, puisque j'ai recruté un jeune collaborateur qui s'appelle Edgar Morin, qui écrit des articles pour l'Humanologue. Donc on est quand même 2. Alors effectivement, les moyens, l'ambition du projet est inversement proportionnelle aux forces. Hein, parce qu'on est 2 à être humanologue, mais franchement, quand vous essayez de comprendre, par exemple, une question toute simple, on va parler de l'eau, mais par exemple, les êtres humains, comment ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Est-ce que vous allez vous adresser plutôt vers un neuroscientifique qui étudie le cerveau? C'est intéressant, il faut savoir ce qu'ils apprennent. Mais pourquoi pas le langage, puisqu'une grande partie de notre pensée passe par le langage? Pourquoi ne faudrait-il pas penser aussi de s'interroger aux sociologues ou aux anthropologues qui étudient les cultures humaines? Bon, quel est le bon choix? Alors, si vous pensez que tous ont quelque chose à dire d'intéressant et qu'il faut essayer peut-être marier ces savoirs, eh bien, vous êtes humanologue comme moi. Et du coup, on vient de remplir une salle d'humanologue. Alors, l'humanologie s'intéresse aux humains, mais elle s'intéresse aussi aux humains dans ses interactions avec le reste du monde vivant. C'est pas non plus une représentation solipsiste de l'être humain. C'est pour ça d'ailleurs que tu t'intéresses entre autres choses à ces rapports avec l'eau. C'est ce dont tu as choisi de nous parler aujourd'hui, au-delà des mers et des océans qui sont au programme. Tu as souhaité voir comment cette dépendance des humains à l'eau a non seulement structuré, mais orienté toute l'histoire humaine, avec des conséquences évidemment qui sont gigantesques, puisqu'elles sont à la fois économiques, géopolitiques, écologiques, culturelles, symboliques. Et j'en passe. Donc, on va vous proposer une sorte de pérégrination à travers, j'allais dire, toute l'histoire de l'humanité, mais même toute l'histoire de la vie aujourd'hui, avec quelques étapes, quelques balises qui seront quelques questions ouvertes, curieuses. On y va ? On y va. Eh bien, je vais commencer par une question d'apparence très simple. L'eau de notre planète bleue, d'où vient-elle? Bon, alors, première question. Je vais peut-être refaire une toute petite... je vais y répondre, hein. Mais avant, justement, une petite précision, comment on passe de l'humanologie à l'hydrologie, et inversement. C'est pas évident. Et d'ailleurs, avant, j'ai proposé ce sujet à Blois, avant l'été, puisque le sujet c'était la mer. Et bon, moi, pour des raisons que je vais vous expliquer, j'avais choisi l'eau avant l'été, c'est-à-dire avant une des sécheresses les plus importantes depuis 400 à 500 ans, qui a couvert tout l'hémisphère nord, selon les climatologues. C'est-à-dire, la précédente sécheresse de l'été 2022, elle datait de Louis XIV, voire même de François Ier. Et maintenant, on sait qu'elles vont se produire sans doute tous les 20 ans. Alors pourquoi de l'hydrologie à l'humanologie? Alors je reviens quand même à mon petit projet. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble l'humanologue. Ça c'est les sciences humaines. Je vais faire une petite page de publicité d'abord. Hein. Donc c'est le travail d'Héloïse. L'être humain sous toutes ces dimensions, chaque mois, des mensuels, plus des trimestriels, plus des livres. Bon. Et moi mon propos c'est l'humanologie, donc j'essaye d'expliquer ce que j'ai appris, compris ou cru découvert sur l'être humain. Alors une des questions qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Alors il y a plein de définitions. Certains disent, un anthropologue va dire c'est un être de culture, un sociologue va dire c'est un être social, un linguiste va dire c'est un être de langage, un historien va dire oh mais l'être le romain ou l'égyptien c'est pas le même que nous.
Donc chacun a sa propre définition de l'être humain. Moi, j'ai la mienne. Je me présente comme un animal imaginatif. Mais pourquoi un animal imaginatif? Pourquoi cette réponse serait meilleure que les autres? Donc quand vous avez une proposition générale sur la nature de l'être humain, eh bien, il faut essayer de l'ancrer dans la réalité. Sinon, vous faites sinon vous faites de la philosophie. Et donc, vous pouvez spéculer hors sol sur des tas de définitions de l'être humain. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut ancrer dans la réalité. Par exemple, quand on dit que c'est un animal, tout le monde dit à peu près, maintenant, on admet que nous sommes des animaux. Un animal culturel, un animal social. Et en général, c'est pour passer tout de suite à la suite et on oublie la dimension animale. Mais il faut s'intéresser à cette dimension-là. Quel genre d'animaux sommes-nous? Par exemple, nous sommes des mammifères. C'est une implication d'être un mammifère. Ça veut dire qu'il faut s'occuper de ses petits. Comme les chats, les chiens, les vaches, les rats, les mammifères s'occupent de leurs petits. Nous sommes des mammifères sociaux. Il y a des mammifères qui sont solitaires. Les tigres, les ours, une fois qu'ils sont occupés des petits, chacun part de son côté. Mais il y en a qui vivent en société. Les loups, les lions, les hyènes, les éléphants et les humains. Donc on appartient à un type. Et dès lors que vous êtes un mammifère social, ça va exiger toute une série d'aptitudes particulières à la communication, à l'attachement aux autres, à la hiérarchie. Toutes les sociétés de mammifères sociaux sont des sociétés hiérarchiques. Donc ce qu'on croit souvent être des inventions humaines appartiennent aux gens vivants. Nous sommes des omnivores, comme les cochons et comme les rats. Jean-François, tu ne veux plus parler d'eau. J'en parlais tout de suite. Non, mais je vais y venir tout de suite. Je vais y venir tout de suite. Mais il faut un petit préalable pour justifier le sujet. J'arrive tout de suite. Si nous avions été, non pas des omnivores, mais on descendrait d'une longue lignée d'herbivores. On passerait notre temps à brouter de l'herbe et, comme les vaches, à digérer et ensuite à rôter et à émettre des paix qui provoquent l'effet de serre. En fait, tous les animaux qui sont omnivores ont une particularité, c'est qu'ils peuvent être chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, et donc ils sont curieux, parce qu'ils doivent trouver des choses différentes. Donc tout ça, c'est les propriétés. Bon. Alors l'eau, j'y reviens. Nous sommes des êtres vivants. Alors là, ça, c'est pas le propre aux animaux, c'est propre à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants vivent dans l'eau et ont besoin d'eau pour vivre. On va en parler de la sortie des eaux. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était ça, c'est en quoi ça agit sur notre vie. Parce que c'est devenu très simple d'ouvrir un robinet ou de tirer une chasse d'eau et de voir quelle est cette dépendance qu'on a à l'eau. En fait, quand je bois de l'eau, quand je bois un café, quand je vais au distributeur, je ne fais rien d'autre que de faire ce que fait l'antilope ou le lion quand ils viennent à la rivière pour s'abreuver. Parce que nous le savons, nous sommes des bonbonnes d'eau vivantes, 70% un type comme moi qui fait 100 kilos, ça fait 70 litres de flotte quand même. Hein. On en perd 2 par jour par la respiration, la transpiration, en allant aux toilettes et ça, et il faut la reconstituer. À peu près, en général, la moitié avec nos aliments, dont certains sont gorgés d'eau, et le reste en buvant. Donc on fait la même chose quand même, on a besoin de trouver de l'eau pour vivre. Comme on est ingénieux, on a constitué des systèmes, justement, qui fait qu'on a amené l'eau à nous. On n'a plus besoin d'aller à la rivière. Mais c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Et donc, voilà, on retombe à... Nous sommes animal, nous sommes même êtres vivants, on a besoin d'eau. Mais nous sommes un animal ingénieux, on a construit des systèmes hyper sophistiqués pour ramener l'eau à nous. Mais nous sommes dépendants. Donc, apparemment, ça a simplifié nos vies. Mais pour faire cela, il a fallu construire des systèmes techniques et humains extrêmement compliqués, dont on va en parler. Et donc le cycle animal, social, imaginatif, il se retrouve directement dans l'eau. Alors, l'eau, d'où vient-elle? C'est vrai que c'est une bonne question. 70% quand même de l'étendue de notre planète est recouverte d'eau. Oui, on parle de la Terre, alors que ce n'est pas le bon mot, puisque justement, il y a 30% qui est des terres émergées. Alors, d'où elle vient, toute cette eau? Alors, c'est pas si simple que ça à répondre. Hein. Alors, il y a 2 hypothèses qui sont que les scientifiques proposent. Il y en a une qui dit que ça vient de l'intérieur, lors de la constitution de la Terre, qui s'est faite par agrégation de matière, comme toutes les planètes de notre système social.
eh bien, il y a des molécules d'eau qui se sont formées parce que la Terre, s'est formée de météorites, de pierres, tout ça. Il y avait déjà aussi du carbone, il y avait du fer, il y avait des molécules qui étaient dans l'atmosphère qui se sont agrégées entre elles. Et puis, plus la Terre grossit, plus elle se densifie. Et plus ce qui est à l'intérieur, alors les métaux lourds vont être au cœur, et là ça va s'échauffer, et puis il va y avoir, comme une éponge compresse, les molécules d'eau qui se sont formées, H plus O, H2O, de l'eau, qui sont venues en extérieur. Et puis comme c'était aussi au début de la formation de la Terre, eh bien c'était une époque où il y avait un immense il y avait énormément de volcanisme, la croûte n'était pas encore bien formée, et donc il y avait des expulsions considérables de vapeur d'eau, un peu comme les geysers, qui a recouvert toute la Terre d'eau. C'est pour ça qu'on appelle aussi la théorie du dégazage. Ça, c'est la première théorie. Et puis la deuxième théorie, qui n'est pas forcément contradictoire, c'est que non, ça ne vient pas de l'intérieur, ça vient de là-haut. Il y a eu une pluie cosmique qui fait que, à l'origine de la Terre, l'eau est tombée sur Terre. Comment ? Parce que l'eau est omniprésente dans l'univers. Et il n'y a pas que sur Terre qu'il y a de l'eau. Même dans notre système solaire, sur Mars, vu de l'extérieur, enfin aujourd'hui on a le sentiment qu'elle est complètement asséchée, on sait qu'il y a eu des eaux abondantes, et encore aujourd'hui, au pôle de Mars, aux deux pôles, eh bien il y a de la glace. D'énormes systèmes de glace. Il y a même de la glace sur Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil. Il ne devrait pas y en avoir, mais elle n'a pas beaucoup d'inclinaison, pratiquement pas. Donc, ce qui fait que les rayons du Soleil n'arrivent pas sur les pôles de Mercure. Et donc, il y a deux énormes banquises sur Mercure, sur les planètes de Jupiter, qui a ses satellites aussi. Vous avez d'immenses océans d'eau recouverts de glace. Et on sait maintenant sur les exoplanètes, de l'eau, il y en a partout. D'où la question, peut-être il y a de la vie, il y en a partout. Ces deux théories, laquelle est la bonne ? Il y en a une, cet été, il y a une recherche qui a monté en étudiant, c'est des Japonais qui ont montré que c'est sans doute la théorie de la pluie cosmique, on va l'appeler comme ça, qui est la bonne. Voilà d'où vient l'eau. Elle vient de là-haut. Quelle est la proportion sur la Terre d'eau salée, d'eau douce ? Alors oui, effectivement, cette eau, elle est salée. D'ailleurs, pourquoi elle est salée ? Justement, lors de la constitution de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup de dégagement de soufre, beaucoup de dégagement de chlore, beaucoup de dégagement, ce qui fait que le matériau, puis ensuite les eaux ont été ravinées, donc elle était salée dès le départ. 97% d'étendue d'eau sur la Terre est salée. Alors on sait que cette eau, elle a l'air statique, mais elle bouge. Hein. Il y a des courants, il y a des marées. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le cycle de la formation de l'eau douce, qui fait que le soleil réchauffe les eaux, la vapeur d'eau monte, les nuages se forment. Le petit schéma qu'on a tous appris à l'école. Voilà. Je dois l'avoir encore ici. Je remonterai parce qu'après tout, voilà, 70% de recherche les eaux. Voilà. Vous le voyez ici. L'évaporation, la condensation, les nuages de vapeur d'eau qui arrivent, une partie retombe sur la mer et les océans, sur lequel il pleut. Une partie va sur la banquise, et c'est pas n'importe quoi. 60% des eaux d'évaporation de nuages vont sur les banquises ou vont sur les glaciers. Il n'y en a que 40% de l'eau qui s'est évaporée, qui est donc de l'eau douce, qui est notre élément vital, qui retombe sur Terre, sous forme de neige ou de pluie. Et puis là, eh bien, une grande partie va sous Terre, est absorbée. Elle y reste en partie, c'est une éponge, la Terre elle est plus ou moins humide, bien sûr. Une partie va dans les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques qui sont très nombreuses, il y a plusieurs couches. Souvent, on pense que les nappes phréatiques, c'est quelques petits endroits Non, c'est très très important. Il y a des grandes nappes phréatiques qui couvrent plusieurs départements. Et selon le degré où on creuse, on va trouver de l'eau. L'important, c'est le degré de profondeur. Il y a des nappes phréatiques sous les rivières. Il y a des nappes phréatiques sous les lacs. Il y a des nappes phréatiques sous d'autres nappes phréatiques. Ce qui fait que d'ailleurs, si vous êtes sourcier, c'est assez simple, parce que vous pouvez creuser à peu près partout, vous allez trouver de l'eau.
À l'œil nu, il faut creuser beaucoup parfois. Hein. Tout ça, alors donc il y a une grande partie va en eau profonde, et puis l'autre reste en eau de surface, qui est celle qui alimente les rivières, les fleuves, les lacs, celle que l'on observe. Il y a un joli livre d'Élisée Reclus, le géographe, qui s'appelle «L'histoire d'un ruisseau». Il raconte toute l'eau qui va d'un petit ruisseau, qui va à la rivière, de la rivière qui va à l'étang, de l'étang qui va... Voilà. Mais il ne parle pas des eaux souterraines. C'est important. Et puis, la dernière élément, il ne faut pas l'oublier, de cette eau qui est récupérée, eh bien, c'est nous. C'est nous, c'est les animaux, c'est les plantes, je le disais tout à l'heure. Nous sommes constitués d'eau. Mais toute la biomasse vivante, un arbre, moi j'ai un cerisier chez moi monumental et un platane, il prend 200 litres d'eau par jour. Pour un platane. C'est considérable. Donc la biomasse terrestre enferme beaucoup d'eau, qu'elle restitue en partie par la respiration. Voilà, ça c'est le cycle. Certains hydrologues distinguent l'eau verte, l'eau bleue. D'où vient cette distinction ? Oui, alors maintenant effectivement, c'est une proposition une distinction qui a été faite récente, c'est-à-dire que l'eau bleue, c'est toutes les eaux de surface qui coulent et qui retournent à la mer, et on appelle justement l'eau verte, c'est toute l'eau consommée par les êtres vivants. Donc celle qui est utilisée pour l'agriculture, pour la boisson, pour l'arrosage, mais pour les plantes elles-mêmes, voilà. Et puis alors maintenant, il y a une autre distinction qui est avancée, c'est l'eau virtuelle. L'eau virtuelle, c'est le nombre d'eau qui est nécessaire pour une plante. Donc on calcule, le maïs est connu pour étant un grand consommateur d'eau, mais il regorge beaucoup d'eau lui aussi, alors que les graminées en ont besoin moins. On calcule aussi dans l'eau virtuelle le nombre d'eau qu'il faut, par exemple, pour faire un steak. Alors les chiffres varient beaucoup. Il y en a certains qui disent que pour 1 kilo de viande, il faut 15 000 litres d'eau. Mais j'ai vérifié, en fait, c'est discuté. L'INRA dit non, c'est pas des chiffres aussi importants que ça. Mais c'est quand même 500 litres d'eau. Parce que vous élevez un animal, une vache, enfin un bœuf, uniquement pour le manger. Donc lui, il va boire beaucoup de litres d'eau. En plus, il va falloir le nourrir et donc il faut du fourrage. Tout ça, c'est consommateur d'eau. Et donc finalement, dans un steak de 300 grammes, c'est 300 litres d'eau pour pouvoir le fabriquer. Certains disent 3000 litres, mais je ne crois pas à ces chiffres-là. En tout cas, le chiffre de 3000 circule, mais c'est sans doute pas le bon. Et ça, on appelle ça l'eau virtuelle. Alors tu nous disais tout à l'heure à quel point nous autres espèces vivantes, mais toutes les espèces vivantes étions constituées d'eau. Il faut quand même rappeler que pendant 2 milliards d'années, la vie était immergée. La vie se déroulait sous les mers. Quand est-ce que la vie est sortie des eaux, si tant est qu'elle soit véritablement sortie des eaux, que cette expression soit valable aujourd'hui? Oui, alors effectivement, 2 milliards d'années sous l'océan primitif, salé, la vie s'est réduite à ça. C'est long, 2 milliards d'années. Et puis un jour, mais ça s'est pas passé en un jour, les êtres vivants ont quitté la Terre. Alors souvent, on oublie, quand on parle de la sortie des eaux, on parle des ancêtres des humains, l'animal qui serait sorti des eaux. Donc, il y a 350 millions d'années, on sait à peu près, notre arrière-grand-mère, elle ressemblait à peu près à ça, une salamandre, vous voyez, qui a décidé de sortir des eaux. Alors, un préalable, d'abord, c'est pas le seul animal qui est sorti des eaux. Les crustacés sont sortis des eaux, les mollusques sont sortis des eaux, les escargots, les limaces, ils venaient du fond marin aussi, dans leurs propres ancêtres. Tous les insectes, les arthropodes, les araignées, ont leurs équivalents sous les eaux. Donc en fait, il y a eu plusieurs sorties des eaux, et puis les plantes elles-mêmes étaient sous l'eau, et puis les bactéries aussi. Donc en fait, il y a eu un mouvement convergent de très nombreux phylums de la vie qui sont sortis des eaux.
Et c'est une intrigue de l'évolution, parce que souvent, quand on parle d'évolution, on parle d'adaptation, c'est la théorie de Darwin, d'adaptation à un milieu. Mon milieu change, et donc il faut que les organismes changent pour s'adapter à un milieu. Là, on a un phénomène avec le recul, qui n'est pas simplement l'adaptation à un milieu, on change de milieu. C'est pas rien, hein, transformer des branchies en poumons. C'est pas rien, sortir des os. Et puis après, il y en a en plus une partie des animaux, ils ont décidé en plus de conquérir un autre milieu, c'est les airs. Les oiseaux, les insectes, il y a un mammifère qui a réussi jusque-là, la chauve-souris. Et puis nous, on est en train de le faire, mais avec des moyens techniques. C'est intéressant, ça reste une intrigue de savoir comment on passe d'un milieu à un autre. C'est-à-dire, on ne s'adapte pas à un milieu. Alors le mot conquête est un peu fort, parce qu'on n'est pas parti. Mais voilà. Je ne vais pas aborder cette question-là, mais c'est une belle intrigue de l'évolution. Alors voilà, ça s'est passé pour notre arrière-grand-mère. Donc c'est un poisson. Là, vous voyez le schéma. Un poisson à 4 pattes, qui, donc osseux, avec une vertèbre et puis 4 éléments, qui est arrivé sur Terre. Peut-être que ça s'est arrivé plusieurs fois aussi, on ne sait pas. En tout cas, ça a donné naissance à tout le règne des tétrapodes, vertébrés tétrapodes que nous sommes, c'est-à-dire construits à peu près de la même façon, avec une tête, une colonne vertébrale et 4 membres. À partir de là, vous avez des lézards, des crocodiles, des oiseaux, des vaches, des humains. Les premiers humains, est-ce que on les voit apparaître près de points d'eau? Est-ce qu'ils s'installent d'emblée vers des rivages? Comment se déroule le rapport des premiers hominidés à l'eau? Oui. Alors effectivement, forcément, ils sont restés près des points d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sortie des eaux n'en est pas tout à fait une, puisque on sort de l'eau, mais on ne sort pas du milieu liquide, nous restons dépendants à lui, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a notre petite mer intérieure. On reste pour l'essentiel des pompes à eau et des bonbonnes vivantes. Donc les êtres vivants sont de l'eau sur pattes. On est sorti de l'eau, mais on a dû amener notre mer intérieure. Donc il faut en permanence la reconstituer. Et si vous voulez la reconstituer, il faut être près d'un point d'eau. Et en particulier de points d'eau douce, puisqu'on peut mourir de soif dans la mer. Il faut donc que les animaux, dont les humains et les premiers humains, pendant toute leur histoire, restent auprès des points d'eau. Donc même s'ils sont nomades, il faut très très vite trouver des sources, des lacs, qui sont en général des points d'eau vers lesquels convergent les humains, les animaux, parce qu'on avait trouvé du poisson, en plus non seulement on va y voir, des coquillages, mais ça devient un lieu, les sources, les lacs, deviennent des lieux de rassemblement, de disputes et de convoitises entre les premiers humains. Parce que des sources, quand vous êtes chez les aborigènes, il y a 60 000 ans, eux qui ont réussi à atteindre... Là, parfois, trouver des points d'eau, c'est pas si simple que ça, et donc, on s'installe, on protège le lieu. Si d'autres arrivent, il va falloir soit le combattre, soit passer une alliance. Et en général, des alliances sur le territoire, et Donc les êtres humains ont toujours installé leurs habitats près des points d'eau. Donc vous regardez par exemple préhistoire en France, les lieux connus, la vallée de la Vézère, c'est là que vous allez trouver les grandes grottes ornées, où vous avez à peu près l'équivalent de une rivière, des montagnes au-dessus avec des abris sous roche. Mais vous ne pouvez pas aller vivre tout au sommet de la montagne s'il n'y a pas d'eau. Donc il faut pouvoir en permanence descendre. C'est des lieux très giboyeux, puisque les animaux ont besoin d'eau aussi, et puis ça fait pousser les plantes. Donc la grotte Chauvel est le long de l'Ardèche. Pas loin de chez nous, à Auxerre, il y a Arcy-sur-Cure. C'est à côté de la Cure. Voilà. Et Boucher-de-Perthes, le père de la préhistoire, il a découvert les premiers outils taillés, dont le fameux biface, sur la baie de Somme. À Saint-Aqueul, exactement, d'où le mot aqueuléen qui a été donné à... Donc, il y a toujours une fréquentation étroite jusqu'à aujourd'hui.
Regardez les endroits où sont... Parce que l'eau sert à la fois à boire, à s'alimenter, à faire cuire l'alimentation, puis également à se déplacer. C'est un moyen de transport. Et donc, regardez les grands points de la géographie où sont installées, par exemple, les grandes capitales du monde. Eh bien, c'est le long des rivières aussi. Blois est alors c'est une petite capitale, mais elle est à côté de l'eau. Auxerre, chez nous, c'est au bord de l'eau. New York, c'est un port. Et puis surtout, les grandes civilisations. On va peut-être en parler un peu plus. Les premières civilisations humaines. Petite carte. Ah, j'ai oublié de parler quand même de ça. Mais je vais tout de suite. Voilà. Les grandes civilisations sont dans les bassins des grands fleuves. Le Nil, Hérodote disait, l'Égypte est un don du Nil, mais la Mésopotamie, c'est là où est née l'agriculture et les premières civilisations. Eh bien, c'est entre le Tigre et l'Euphrate. D'ailleurs, Mésopotamie veut dire le pays d'entre les deux fleuves. Et puis en Indus, et puis en Chine, c'est le fleuve jaune. Allez, je reviens en arrière parce que j'ai oublié de parler de la montée des eaux. Écoute, vas-y. Je peux en parler ? Je t'autorise. Oui, parce que on vit auprès de l'eau, donc il a fallu... non, mais il s'est passé quand même quelque chose au cours de la préhistoire de très important. C'est La fin de l'ère glaciaire. Voilà, la fin de l'ère glaciaire. Puisqu'il faut imaginer qu'il y a 30 000 ans, je parlais tout à l'heure de Chauvet, c'était il y a 30 000 ans, ou Lascaux il y a 20 000 ans, on était encore dans l'ère glaciaire. Ce qui signifie que la calotte glaciaire, elle était, vous voyez la carte ici, elle allait jusqu'au nord de la France. Néandertal, lui, qui vivait dans ces régions, c'était des régions extrêmement froides, il vivait comme les Inuits, hein. Il mangeait pas beaucoup de légumes, hein, c'était uniquement de la viande carnée parce que rien ne poussait. Ce qui signifie beaucoup de choses d'ailleurs sur son intelligence parce qu'il fallait faire de la cuisson, il se cousait des vêtements, il était bon. Donc on se les gelait, hein, Arcy-sur-Cure, qui était un des lieux les plus loin, des plus hauts où il y a des installations humaines à l'époque. Et donc énormément d'eau était enfermée dans les glaces polaires, mais qui redescendaient très loin dans l'hémisphère nord, très bas. Et puis, il y a 15 000 ans, commence là brutalement un réchauffement, brutalement à l'échelle de l'histoire, c'est-à-dire qu'en quelques centaines d'années, puis quelques milliers d'années, on va dire entre 5 et 6 000 ans, les eaux ont monté de 100 mètres, puisqu'il y a eu fonte des glaces. Et montée de 100 mètres, c'est pas rien, parce que d'un seul coup, les continents se sont éloignés. La France et l'Angleterre étaient reliées entre elles, on pouvait y aller à pied. Puis il y a eu la Manche. Et donc ça a séparé les continents. Et comme il y avait déjà eu des déplacements humains, eh bien l'Australie s'est trouvée séparée de l'Indonésie. Encore que on n'a jamais pu y aller à pied, hein, mais bon. Voilà. Donc il y a 60 000 ans, les aborigènes étaient déjà allés c'est obligatoire, en Australie, mais qui était beaucoup plus proche des terres, par la navigation. Il y a 60 000 ans, c'est 2 fois Chauvet. Mais d'un seul coup, les eaux sont montées, et là, ils ont été durablement séparés du reste de l'humanité. Puis en plus, la Nouvelle-Guinée et l'Australie étaient reliées entre elles. Elles se sont séparées aussi. Et pendant 60 000 ans, les gens ne se sont plus vus. Il a fallu attendre 1770 que le capitaine Cook aborde les côtes australiennes, pour le plus grand malheur des aborigènes, pour que ces 2 rameaux de l'humanité se retrouvent. Les Amérindiens étaient allés passer à pied pour aller par le détroit de Bering, pour aller en Amérique. Puis les eaux ont monté. Et là, il a fallu attendre Christophe Colomb et que les 2 rameaux de l'humanité se retrouvent pour le plus grand mal des Amérindiens. Vous connaissez l'histoire, mais c'est un autre sujet. Donc cette montée des eaux a eu un impact considérable sur l'histoire de l'humanité et des premières populations humaines. Sur quasiment tous les continents, on trouve des cultes de l'eau qui témoignent aussi de cette importance vitale que revêt l'eau pour les humains. À quand remontent les premiers cultes connus ? Alors les premiers cultes connus, ça porterait sur l'histoire des cultes, on ne sait pas trop. Hein, ce
quels étaient les cultes de l'homme de Cro-Magnon ou pourquoi pas de Néandertal. Oui, parce qu'il y avait du symbolisme chez Il y avait du symbolisme, ouais. voilà. Mais ce qu'on peut être certain, c'est que la dépendance de l'être humain à l'eau a fait que très vite, il lui a donné un caractère, on va dire, sacré, sans parler forcément de divinité, mais dans toutes les civilisations du monde, l'eau tient une place particulière, parce que on lui accorde une place souvent primordiale dans la naissance de la vie, pour des raisons évidentes d'observation, parce qu'on en a besoin, parce que c'est un élément vital. Donc, par exemple, le mythe grec de Thalassa, comme beaucoup de mythes, c'est assez gore, hein, c'est assez sanglant. Thalassa, c'est la sœur de Poséidon, qui est la fille de je ne sais plus qui. Enfin voilà. Au départ, il y a des eaux primordiales. Il y a une eau salée et une eau douce. L'eau douce, c'est un principe masculin, et l'eau salée, un principe féminin. C'est ainsi, qui donne naissance à des dieux, dont Poséidon, dont non, je suis en train de confondre ça avec un mythe mésopotamien. Non, parce qu'il y a le dieu Marduk, et Marduk, c'est mésopotamien. Donc c'est là qu'il y a deux eaux, les eaux salées et les eaux douces. Le dieu Marduk, qui est un fils de la mer, allez savoir pourquoi, comment l'eau a engendré c'est comme ça, il a engendré, et puis ils vont décider de tuer leurs parents. Voilà. Alors Marduk, lui, découpe son père, et l'autre tue sa mère. Alors ça, c'est sanglant. J'aime beaucoup mieux un mythe hindou de la naissance des eaux primordiales, dans lequel, au début des temps, il n'y avait rien, puis d'un seul coup, une grande étendue d'eau avec un œuf d'or qui flotte dessus pendant une année, et puis l'œuf se découpe en deux, et l'un donne naissance à la terre et l'autre donne naissance au ciel. Et puis de l'eau coule de cet œuf, et puis naissent les rivières et autres. Bon, c'est très poétique, très, très magique. Donc, on peut supposer que partout, on a inventé des mythologies liées à l'eau. Mais, en même temps, des mythologies aussi qui étaient parfois liées aussi au fait que l'eau est source de vie, mais elle est aussi source de mort. Parce que l'eau, c'est aussi les torrents, c'est aussi les inondations, c'est aussi les raz-de-marée, c'est aussi les noyades, c'est aussi... On ne peut pas ne pas citer le déluge. Le déluge, voilà. Alors le déluge, on sait aujourd'hui que le déluge de la Bible a été emprunté justement aux Mésopotamiens, qui ont aussi leur Noé, qui ont aussi leur arche, qui ont aussi... lorsque les Juifs étaient en captivité en Mésopotamie. Mais des mythes du déluge, on en trouve aussi... les aborigènes ont le leur, on en trouve en Chine, on en trouve chez les Amérindiens. Alors il y a un livre très important de Jean-Loïc Lequelec, qui est un anthropologue spécialiste des mythologies préhistoriques, qui est paru l'an passé, qui s'appelle « Avant-nous le déluge », et qui recense toutes les zones de répartition des mythes du déluge. Alors contrairement à une hypothèse un peu rapide qu'on trouvait... qu'on trouve beaucoup dans les livres de mythologie en disant que c'est un mythe universel. En fait, non, il n'est pas universel. Il est très fréquent, mais c'est pas un archétype au sens de Jung où les humains partout auraient fait de l'eau, du déluge. Donc on trouve, alors grâce à des procédés des nouvelles techniques, on peut maintenant étudier l'origine du mythe et sa diffusion. Et justement, est-ce qu'il existe un lien entre l'émergence de ces mythologies du déluge et la grande montée des eaux de la fin de l'ère glaciaire ? Alors, là encore, on ne le sait pas, mais c'est pas impossible qu'il y ait un lien, puisque lors de la montée des eaux, il y a eu un grand cataclysme qui s'est passé il y a 7500 ans. C'est celui de la création de la mer Noire, lorsque le détroit du Bosphore, qui était une montagne, s'est brusquement effondré et a entraîné des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau qui se sont déversés dans la mer Noire, qui était simplement un lac. Et ça s'est passé en quelques mois. Il a fallu du temps,
puisque c'est vraiment, il faut imaginer une montagne qui s'ouvre et puis l'océan qui s'engage dans la mer Noire, la mer Méditerranée. Donc il y a 7500 ans, il y a des gens qui ont assisté à ça, les 7500 ans, c'était le début de l'agriculture, une grande partie ont été noyés, hein, mais d'autres ont peut-être vécu ça. Donc peut-être qu'il y a dans le mythe du déluge, puisqu'il il est né dans cette région-là, un trait commun. Enfin, je veux dire, un fondement historique au mythe, ce qui n'est pas inimaginable. Inimaginable. Il n'y a pas évidemment d'agriculture sans eau, mais il n'y a pas d'agriculture non plus sans technique d'irrigation. Quand est-ce qu'on voit apparaître les premières techniques d'irrigation et où et comment? Oui. Alors, il faut rappeler une chose quand on parle de l'origine de l'agriculture, parce qu'on confond souvent deux types d'agriculture très différentes. Le premier type d'invention de l'agriculture, c'est l'horticulture. C'est-à-dire, c'est la culture des légumes. C'est la culture du manioc, c'est la culture qui ne nécessite pas forcément d'irrigation. Donc, si vous allez en Nouvelle-Guinée, vous avez des peuples horticulteurs. C'est pas tout à fait des chasseurs-cueilleurs. Donc, ils plantent des choses. Tout autre est la grande agriculture céréalière. Et la grande agriculture céréalière, c'est celle du riz, celle du maïs, celle du blé, alors voilà, je reviens à ma carte, qui est liée à la naissance des grandes civilisations. Alors ce que j'appelle la grande civilisation, enfin ce qu'on appelle la grande civilisation, c'est très clairement l'agrégation de grandes populations humaines sur une zone où on va pratiquer un type d'agriculture à grande échelle qui va nécessiter des moyens humains et techniques très très importants qui ne sont pas ceux de petits villages ou de familles qui pourraient planter dans une forme de jardin, une culture de jardin, ou une petite exploitation avec 3 cochons, des tomates, et puis non. Ici, on a affaire à des grands espaces où le Nil, prenons le cas de l'Égypte, hein, c'est un don du Nil, disait Hérodote, donc tous les ans, il y a les grandes crues. Les crues inondent une partie du désert, puis amènent avec eux, charrient énormément de limon, qui est une terre fertile, qui va permettre ensuite de pouvoir planter. Mais il faut immédiatement se poser des questions pour les gens qui sont là. Une fois que l'eau s'est retirée, il était où mon espace? C'était où que moi je pouvais planter? Ah, non, mais c'était là. Donc il faut arpenter le sol, il faut irriguer, parce que l'eau, une fois, s'il y a des flaques ici, une fois il y en a là. Donc il faut une organisation humaine, il faut une hiérarchie. Donc se met en place dans ces sociétés, à peu près, donc dans ces sociétés, je rappelle quand même, on a le même phénomène qui s'est passé de façon convergente. Mésopotamie, Égypte, l'Indus, enfin voilà, les premières civilisations sur le Gange, en Inde et en Chine. Et puis ce qui s'est passé en Amérique centrale aussi. Mais on connaît un peu moins comment ça s'est passé. Donc là apparaissent des civilisations, c'est-à-dire des sociétés structurées, hiérarchisées, avec des États. Alors, il y a une théorie qui a eu son heure de gloire dans les années 60, qui est due à un historien. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il est hongrois, qui s'appelle Karl Wittgöfel, qui est la théorie de l'état hydraulique. Disant que les premiers États... Alors, le contexte, c'est que nous sommes l'époque... c'est un marxiste à l'époque. Ensuite, il est devenu néoconservateur, mais peu importe. Chez les marxistes, il y avait cette idée du mode de production asiatique, inventé par Marx, qui part de l'idée que se sont installés, les premiers États sont des États despotiques. On appelle ça le despotisme oriental. On parle de la Chine, de l'Inde, de l'Égypte, de la Mésopotamie. Et l'idée de Wittgöfel, c'est que, en fait, il y a un lien, une correspondance entre un État hydraulique qui est chargé de l'irrigation des terres, et donc qui va dominer les populations pour imposer l'irrigation. Et d'ailleurs,
C'était facile à démontrer puisque le pharaon se présente comme celui qui amène les eaux. Il fait les grands rites annuels. Les eaux vont arriver. Ça va venir dans 3 jours. Ça va débouler parce que souvent, effectivement, les eaux arrivent très très vite. Elles déboulent comme un torrent. Bon. Alors, on travaillait avec l'astrologue qui savait exactement quand ça allait venir et qui disait bon, dans 3 jours on annonce et hop, préparez tout. Et puis il y a tout le calendrier des fêtes agricoles qui est organisé. Donc c'est un grand maître du temps, et c'est le maître des eaux, le pharaon. Et puis, alors donc c'est ce qui justifierait cette théorie. Cela dit, maintenant, cette théorie a été remise en cause parce qu'on s'est aperçu que l'État pharaonique, comme en Mésopotamie, effectivement, avait des fonctions administratives, mais qui consistaient surtout, à prélever le tribut sur les productions. Mais en fait, l'organisation d'irrigation, elle faite à l'échelle locale et régionale. Oui, des auteurs comme James Scott. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y a, et alors c'est un enjeu encore aujourd'hui. Alors donc la théorie de Wittfogel aujourd'hui, elle est remise en cause. C'est encore un enjeu aujourd'hui parce que c'est dans les débats sur la gestion de l'eau. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure quand on dit l'eau c'est un bien commun. Qui doit s'occuper des énormes systèmes de gestion de l'eau? Est-ce que c'est un État centralisé de nature despotique? Donc Wittfogel, lui, il avait en tête vraiment le stalinisme. Là, c'est la planification, en gros. Est-ce que c'est au contraire un système qui doit être géré localement? C'est les partisans de la démocratie participative qui vont le dire. Donc il y a des débats autour de cette gestion de l'eau qui touchent vraiment à l'histoire, là, mais qui a encore des conséquences aujourd'hui sur politique. Alors, effectivement, peut-être que la théorie de Wittfogel a été remise en cause parce que de plus en plus, en fait, avec des gens comme Graeber, Scott, etc., il est mis en évidence que l'administration de l'eau était faite au niveau local, mais ça n'empêche pas qu'on peut reconnaître à Wittfogel et puis cette école-là de reconnaître le lien, finalement, entre la question de l'eau et la mise en place de systèmes politiques. C'est-à-dire que l'eau soit administrée à l'échelle des États ou à l'échelle locale, on voit qu'il y a des répercussions politiques qui excèdent la question de l'eau à chaque fois. Oui. D'ailleurs, c'est au-delà de l'eau et de l'irrigation elle-même, la constitution des premiers États, c'est aussi donc l'agriculture, globalement, puisqu'il y a du stockage. Dès lors que vous avez du stockage, ce que permet justement, à la différence des légumes, on va dire, l'agriculture céréalière, elle permet de stocker. Et donc, dès lors que vous commencez à stocker, vous avez un bien précieux qu'il faut protéger. Des prédateurs, des éleveurs qui peuvent venir, qui peuvent s'emparer des... Donc, il faut un système militarisé ou policier, en tout cas. Donc, il y a un lien organique, effectivement, entre la grande agriculture, c'est certain, et les pouvoirs centralisés. D'où d'ailleurs cette conséquence, effectivement, notée par les spécialistes, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le courant des anthropologues anarchistes, qui disent que à l'époque de l'invention de l'agriculture et de l'élevage, il y a eu aussi une domestication qu'on oublie, c'est la domestication des humains. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre des humains au travail pour mettre en place une agriculture qui est très coûteuse finalement. On l'a vu longtemps comme un simple progrès. L'agriculture céréalière, puisqu'effectivement, elle a des rendements considérables, sans commune mesure, avec l'horticulture, l'agriculture des jardins. Elle permet du stockage, mais elle a entraîné aussi l'asservissement des êtres humains, un travail extrêmement harassant, les rizicultures, le travail du blé, la mobilisation des êtres humains, l'arrivée des grandes épidémies. Puisque là, on a des concentrations humaines avec, là où il y a du blé, les souris arrivent. C'est pas pour rien que les Égyptiens, ils faisaient du chat une petite divinité aussi, parce qu'on prend des chats pour attraper les souris, mais également des zones où va se développer la peste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains reviennent même à dire que c'était pas une bonne idée. L'invention de l'agriculture, c'est bon. Il y a le fameux livre de Harari qui s'appelle Sapiens, que vous avez sans doute, ceux qui le connaissent. Ce premier chapitre est consacré à cette idée qui est en train de devenir courante parmi certains historiens anthropologues, c'est que
Il valait mieux rester à l'époque du néolithique, des lacs. Et même le néolithique, c'est pas sûr non plus, parce que c'est déjà des caries dentaires, c'est déjà toute une série de ça, du gluten à profusion. Donc peut-être que le régime préhistorique était meilleur. Alors régime préhistorique aujourd'hui, qu'il faut, comme il était pour Néandertal à 80% carné, aujourd'hui, bon, il faut protéger l'animal, on sait que c'est un animal qui est sensible. Donc voilà. C'est pas facile de trouver un régime qui respecte bien les... Mais c'est un autre sujet. Revenons à notre eau. On parlait d'agriculture, d'irrigation. Il n'y a pas que l'irrigation des terres. Toute l'invention du système hydraulique a aussi eu vocation à faire progresser, par exemple, l'hygiène dans les villes. Donc aujourd'hui, c'est très simple. On a l'eau courante, on ouvre un robinet. Mais l'invention des systèmes hydrauliques, elle remonte au moins à l'Antiquité romaine. Oui, même avant, justement. Alors, c'est-à-dire que dès lors que on a inventé le système d'irrigation, les Perses déjà avaient mis au point aussi des systèmes d'irrigation qui, eux, ils n'avaient pas dans le plateau iranien, c'est extrêmement sec, et donc eux, ils n'avaient pas de rivière. Et donc ils avaient réussi à acheminer l'eau des montagnes jusque dans leurs plaines. En creusant déjà des canalisations, c'était très sophistiqué, parce qu'il faut vous creuser dans la montagne d'une source qui a plusieurs dizaines de kilomètres, et vous l'amenez sur vos champs à cultiver. Et donc il faut faire un système qu'on appelle les canaques. La canalisation d'ailleurs vient d'ici, en creusant des puits, et puis en calculant exactement l'inclinaison, parce qu'il ne faut pas que ça se déferle, il ne faut pas que ça stagne. Donc sur des dizaines de kilomètres, c'est considérable. Les Nabatéens, par exemple, donc c'est la région de Pétra. Donc ceux qui ont visité, qui connaissent, on est en Jordanie. Quand on va visiter, c'est des ruines dans le désert. On se dit mais comment ils vivaient là? Oui, mais en fait c'était arrosé par des canalisations. Et il y avait de l'eau, il y avait des piscines, ils avaient même de l'eau fraîche parce qu'ils avaient réussi. Donc il y a un système d'irrigation extrêmement sophistiqué. Alors les plus connus effectivement sont les Romains, qui, donc à Rome, ont mis en place ce système des aqueducs, d'abord, qui amenaient des montagnes voisines, des aqueducs sur parfois 3 étages. Je crois que j'ai trouvé des photos ici. Oui, les jardins suspendus. Alors aussi, c'est un sacré performance technique de faire sur un palais des jardins reconstituant une nature. Bon, il faut faire monter l'eau. Alors, paraît-il qu'en fait, c'était pas à Babylone. Il y a une chercheuse anglaise qui dit qu'en fait c'était à Ninive. Parce qu'on n'a que dans la Bible, on n'a pas trouvé de vestiges des jardins de Babylone. Mais bon, peu importe. Alors revenons aux Romains. Donc ils nous font ces grands aqueducs. Souvent, voilà, à 3 étages. Pourquoi? Parce que, alors, il faut faire des aqueducs, parce que, d'abord, il faut creuser, parce que sinon, il y a trop de pierres, et puis, c'est sur 3 niveaux pour monter, et ils arrivent à passer de la montagne jusqu'à Rome, sur plusieurs dizaines de kilomètres, en passant des vallées, en faisant remonter aussi de l'eau, parfois, sur certaines montagnes, puis redescendre, en utilisant la force de l'eau qui descend, des pompes, et ils alimentent Rome, qui, au début de l'ère chrétienne, faisait déjà 1 million d'habitants. Et 1 million d'habitants, ils avaient déjà, il y avait déjà 600, à l'époque d'Auguste, il y avait déjà 600 fontaines à Rome. Et à la fin de l'Empire, vers le IVe siècle, il y avait 1300 fontaines. 1300 fontaines, et il y avait environ 1 millier de thermes, des terres de bains publics. On allait se baigner avec de l'eau chaude, de l'eau froide. C'est un système très... J'ai retrouvé une image comme ça, vous voyez, regardez. Un Romain de l'époque antique disposait de 300 litres d'eau par jour et par personne. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, c'est 150. Et donc, on pouvait aller au bain. Alors, Trajan avait fait construire des bains publics, il y avait de la piscine, ça coulait à foison. Alors, il y avait les bains publics, et puis il y avait des maisons privées qui avaient leur propre système d'eau courante. Et d'ailleurs, ça s'est diffusé dans tout l'Empire, avec les aqueducs. Donc, vous allez à Bibracte, vous avez aussi des maisons romaines
c'est pas loin de chez moi, c'était les Gaulois, mais ils avaient introduit ce système-là avec de l'eau à domicile. Là, c'était pour les gens fortunés. Et donc, on pouvait faire une sorte de hammam, passer du bain chaud. Il y a des esclaves qui étaient quand même là pour faire chauffer de l'eau sous le sol. Et puis, on passait ensuite... Donc, ils se lavaient beaucoup, ils passaient beaucoup de temps dans les bains. Et le système s'est largement répandu dans tout l'Empire. Alors, j'enjambe un peu les siècles à grands pas, mais il me vient une remarque. Quand on lit Viarello, par exemple, on a le sentiment que justement, à l'époque de la Renaissance, à l'époque moderne, les gens ne prenaient plus de bain. Alors, que s'est-il passé entre l'hygiène romaine et puis la saleté de Louis XIV, par exemple? Alors, légendaire, je vais peut-être prendre un peu d'eau avant de répondre. J'ai le droit aussi, moi aussi, il faut que j'alimente mon petit vers l'intérieur. Alors, il s'est passé deux choses importantes entre Louis XIV, on va dire, et l'empereur Marc Aurèle. Première chose, d'abord, c'est l'effondrement de l'Empire romain. Ce qui n'a pas été rien, puisque d'un seul coup, la partie occidentale s'effondre, et donc, là, pour pouvoir entretenir un système hydraulique et des aqueducs et autres, il faut qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un empire. Et donc, dès lors qu'on a le Moyen-Âge et que la vie se replie sur les campagnes, qu'on n'a plus d'organisation centrale, comme le général Agrippa qui pouvait mobiliser une armée pour dire « Allez, pont du Gard, on commence cet après-midi, l'année prochaine, veut que ce soit fini. » Bon, là, il n'y avait plus ça au Moyen-Âge. La vie était repliée sur des zones locales, dans des châteaux, et donc tous les systèmes d'irrigation ont été laissés, merci beaucoup, pas tout à fait à l'abandon, parce qu'au Moyen-Âge, quand même, on continuait à avoir de l'irrigation. Il ne faut pas s'imaginer que les gens étaient si sales que ça. On se baignait à Paris, il y avait des bains publics, des bains d'eau chaude aussi. Voilà, on se baignait dans la Seine. C'était dégueulasse, mais on se baignait quand même. Les paysans, ils n'avaient pas les moyens, mais ils se lavaient. Ils allaient chercher de l'eau au puits. Et puis, ils n'avaient même pas de savon, alors ils utilisaient une plante très commune qui s'appelle le savon des fossés, qu'on appelle aussi la saponaire, et qui fait de la mousse et de l'huile. Bon, voilà. Donc, ils étaient propres. Alors, pourquoi, effectivement, dit-on que Louis XIV n'aurait pris que 2 bains au cours de sa vie? Et c'est vrai qu'à Versailles, on ne se lavait pas beaucoup. On se parfumait, on faisait ce qu'on appelait les toilettes sèches. Alors pourquoi toilette sèche, ça consiste essentiellement à se frotter avec du linge, parfois abîmer un peu de vinaigre, c'est des lingettes de l'époque. Pour se laver, on se poudrait, et puis on mettait aussi beaucoup de parfum pour enlever les odeurs pestilentielles qui régnaient autour de soi et sur soi. Alors pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas devenus dégueulasses, ils étaient très intéressés par la propreté, mais entre-temps, il y avait eu la peste. Et il y avait eu en plus la syphilis qui était arrivée d'Amérique. Donc la peste de 1349, la grande peste, a montré que les germes pouvaient se diffuser. Ils pouvaient se diffuser par l'air, mais par l'eau aussi. Et ils avaient bien compris assez vite que se baigner à plusieurs dans de l'eau chaude et barboter ensemble, c'était pas forcément du point de vue hygiénique un super truc, du point de vue sanitaire. Et donc il y a eu une sorte de prise de conscience qu'il fallait pas prendre de bains publics. Alors les bains privés, toilettes intimes, ça c'était chez les gens qui pouvaient payer les moyens. Pas tout à fait intime d'ailleurs, parce que quand le roi Arthur, je sais pas s'il existait, était allé dans son bain, il y avait toujours des personnes autour pour l'aider, mais enfin bon. Donc on s'est dit non, l'eau chaude, se baigner dans l'eau chaude, c'est pas forcément une bonne idée. Puis en plus, la saleté reste sur le corps, on le sait aujourd'hui. Le bain, c'est pas quelque chose de très propre. Et donc, il va y avoir, sous l'Ancien Régime, les médecins vont commencer à dire non, n'allez pas, ne prenez pas de bain. C'est pas bon. Par exemple, un des médecins du roi, qui s'appelait Monsieur Théophraste Renaudot, connu pour d'autres choses, puisque c'est lui qui a également créé la première gazette et
et qui a diffusé les premiers journaux en France, s'intéressait beaucoup aux pauvres, à la diffusion de la culture, mais également aux questions sanitaires. Et donc, c'est lui qui avait écrit plusieurs textes pour dire non, il faut pas se baigner. Alors ça allait un petit peu plus loin d'ailleurs, c'est qu'en plus, non seulement c'était pas propre, mais en plus ça ramollissait les chairs, ça faisait des gens mous et voilà, qui se laissaient aller. Tout ça aussi étant dans une période aussi de puritanisme, où la nudité... Donc du coup on en est venu à l'idée qu'il valait mieux se laver, toilette sèche. Invention de l'Ancien Régime. Et donc, Louis XIV, il utilisait des eaux en abondance, mais c'était pour les fontaines. Alors Jean-François, on va se donner encore 10 minutes pour laisser un petit peu de place aussi aux questions du public. Donc ça m'oblige encore à galoper par-delà les siècles. Aujourd'hui, l'eau, elle est en abondance. Hein. On se rend même plus compte qu'il y a des difficultés d'accès. Qui sont les plus grands consommateurs d'eau aujourd'hui? Alors, indéniablement, à l'échelle de la planète et à l'échelle du pays, c'est l'agriculture. Encore que les chiffres sont pas si simples que ça à trouver, parce que j'ai essayé de nous en repérer aussi. Ah ouais, c'était des métiers. Pour rappeler qu'à une époque, quand même, l'eau fallait la chercher. Hein. Donc il y avait des porteurs d'eau. Encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui portent de l'eau, notamment en Afrique, des jeunes femmes. Tiens, ça marche plus. Ah bah si. Ouh là 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 là, ça s'emballe, la machine s'emballe. Ça, c'est ma petite publicité pour la fin. Mais non, mais je voulais pas présenter ça. Je reviens en arrière. Alors, vous voyez, à quoi sert l'eau? Donc, pour revenir à cette consommation, c'est bien de me poser des questions qui correspondent juste à cela. On dirait presque qu'on aurait préparé les choses avant. Bon, alors vous voyez, ici, dans le monde, ça c'est le cadre blanc, consommation agricole 65%, industrielle 25%, domestique 10%. Donc, c'est sûr, mais les chiffres sur l'agriculture vont de 45% à 65%. Donc, selon les sources, c'est très très différent. Et je soupçonne, quand on regarde derrière, qu'en fait, c'est pas si simple que ça, savoir la consommation. Par exemple, sur le chiffre ici, ce chiffre ici, vous avez l'eau prélevée, consommation et prélèvement d'eau en France par secteur d'activité, et vous voyez que les prélèvements 64% en bleu, vous voyez, c'est le premier qui est en haut. Alors on dit c'est l'énergie nucléaire. 64% de l'eau en France est utilisée par l'énergie nucléaire. Mais en fait, c'est pas faux, mais ça dit pas la réalité des choses, ça c'est des eaux prélevées. Mais une eau prélevée, c'est simplement, elle va servir à refroidir. Là, et puis vous en avez, je suis en arrivant à Blois, j'en ai vu là. Et puis elle est remise directement, elle n'est pas polluée d'ailleurs, elle passe pas elle ne passe pas à l'intérieur de la centrale, elle sert simplement de refroidissement. Donc elle est immédiatement restituée sur le point de captage. Autre chose est le fait donc d'utiliser de l'eau et ne pas la redonner. C'est pour ça que ça donne en fait des chiffres différents. Mais quand même, l'agriculture, on va dire 50% de l'usage des eaux, 25% pour l'industrie, 25% pour les consommateurs. Et pour les consommateurs, c'est intéressant de voir l'eau qui arrive chez soi. 1% simplement nous sert à boire. Le reste, c'est pour la cuisine, pour la vaisselle, pour le lave-linge, pour tirer la chasse d'eau, pour les bains, pour voilà, tout ça. Ce qui invite à réfléchir quand même, c'est qu'on met en place un système d'assainissement des eaux pour 1% de consommation bois, et donc on va utiliser pour la chasse d'eau de l'eau qui a été pour la vaisselle, D'où actuellement ce grand débat pour savoir comment faire, si on ne devrait pas utiliser les eaux usées. Après tout, s'il y avait un moyen technique pour que ça aille en sortant de ma machine à laver et que ça aille dans la chasse d'eau, ce serait pas gênant. Alors voilà, ça c'est les chiffres que j'ai trouvés pour l'usage.
Tu as parlé en début de cet exposé de la sécheresse de l'été 2022, épisode qui risque de se répéter, on le sait, de manière de plus en plus rapprochée. Parvient-on aujourd'hui à bien évaluer les risques de pénurie d'eau ? Alors, elles sont très différentes d'une région à l'autre du monde. Si vous habitez le Canada, il n'y aura jamais de pénurie d'eau. Pour un Canadien, il a 700 000 litres d'eau par personne. Si vous êtes au Brésil, vous êtes arrosé par l'Amazone et ses fleuves, il n'y aura pas de pénurie d'eau. Il n'y aura jamais de pénurie d'eau en Russie. En revanche, si vous habitez un des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord jusqu'au Pakistan, c'est là qu'il y a les stress hydriques les plus importants, parce qu'il y a eu une baisse considérablement de la pluviométrie. Et puis là se touche immédiatement un autre problème, c'est que d'ailleurs un débat entre les hydrologues et les géographes en disant s'il ne faut pas raisonner en termes de stock d'eau et de pénurie, parce que, on vient de le voir, une grande partie est absorbée par l'agriculture. Et donc l'agriculture, déjà, c'est pas uniquement... C'est un usage assez particulier, mais aussi, il y a l'usage qui est fait par les États. C'est-à-dire qu'en Égypte, on vient de construire le Nil, enfin, le Nil arrose l'Égypte, mais en amont, il y a 11 pays dans lesquels il y a les sources du Nil, parmi lesquels le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya. Bon. Et l'Éthiopie a fait construire un énorme barrage pour son agriculture qui donc va restreindre l'alimentation en eau de l'Égypte. On a le même cas de figure avec la Turquie, où se trouvent les sources de Tigre et de l'Euphrate, mais qui arrose aussi l'Irak et la Syrie. Et donc la construction des grands barrages qu'il y a actuellement en Turquie va faire baisser le niveau, et a commencé déjà à faire baisser durablement le niveau des eaux. Bon. Donc la pénurie, elle va dépendre pas simplement d'un stock d'eau global, il est très différent d'une région à l'autre du monde, et deuxièmement, de tous les enjeux qu'il y a sur l'aménagement de l'eau. Alors, comment faire quand il y a une grande pénurie ? Sachez que il y a un pays, non, il y a une région du monde qui a connu une grosse pénurie d'eau potable il y a quelques années, c'est la Crimée. Parce qu'en 2014, quand Poutine a annexé la Crimée, l'arrivée d'eau se venait uniquement du Dniepr. Et les Ukrainiens ont coupé. Donc ils ont fait non seulement un pont, dont on a parlé pas plus tard hier, pour relier la Russie à la Crimée, mais il a fallu aussi trouver un nouvel système, puisque 80% de l'eau potable de Crimée venait d'Ukraine. Enfin, donc là, on tombe dans des enjeux où se marient des questions hydrologiques à proprement parler. La sécheresse va évidemment entraîner des restrictions d'eau, comme on en a déjà connu cet été, on l'a vu, obliger une adaptation d'agriculture, une adaptation des comportements, des nouvelles infrastructures, sans doute pour utiliser les eaux usées. Bon, ce sera des enjeux à venir. Je te pose une dernière question plus prospective, et puis nous laisserons la parole au public. La pénurie d'eau entraîne des baisses de récolte, les baisses de récolte, des risques de famine, des risques de conflits sociaux, voire de conflits interétatiques. On voit beaucoup apparaître aujourd'hui dans la géopolitique et les relations internationales le scénario de guerre de l'eau, scénario qui est aussi contesté, discuté. Quel est ton point de vue sur cette question ? Alors, ce n'est qu'un point de vue, justement, parce que sur ces sujets, il y a beaucoup de débats, beaucoup de positions. Bon, alors, mais je ne vais pas me dissimuler. Moi, je pense que globalement, c'est un fantasme, l'idée de guerre de l'eau. Pourquoi ? Parce que justement, en général, on cite d'ailleurs toujours 2-3 cas caractéristiques. Le premier cas, c'est Israël et la Palestine, puisque le Jourdain a été détourné. Bon, et là, on a même, certains historiens disent que, en fait, la vraie raison du conflit entre Israël, la guerre déjà des 6 jours, c'était déjà une question d'eau. Et bon.
Ce qui est d'ailleurs parfaitement... c'est un argument solide. Par contre, si on prend les deux cas que je viens de citer, puisqu'on parle beaucoup de guerre de l'eau à propos du Nil et du Tigre et de l'Euphrate, en fait, il n'y a pas eu de guerre de l'eau, puisque il y a bien eu des négociations diplomatiques, il y a eu des tensions entre les pays, en disant vous n'avez pas le droit de nous couper l'eau, entre l'Éthiopie et l'Égypte et le Soudan, mais ils sont arrivés à un accord. L'accord fait d'ailleurs que le grand barrage construit par l'Éthiopie, il va mettre 7 ans à se remplir, et puis on va produire de l'électricité qui va être livrée au Soudan, puis donc il y a des tensions, mais c'est des tensions diplomatiques, comme la Turquie avec la Syrie et l'Irak. Jusque-là, à ce jour, on discute, on débat, on n'est pas d'accord, on se met autour d'une table, mais là, ça n'a pas fini en guerre. Les guerres, souvent, d'ailleurs, elles sont locales, elles existent chez nous. Non, plutôt les conflits, ils sont chez nous. Ça existe en Bretagne, des paysans qui utilisent trop d'eau, et donc les gens de la ville disent non, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'eau, non seulement vous la polluez, et puis également il va y avoir des manques de ressources. Mais c'est des tensions, ce ne sont pas des guerres. L'idée de guerre, c'est souvent une sorte de fantasme qui exacerbe autour. Il y a des divergences d'intérêts. Il peut y avoir des conflits, mais à ce jour, il n'y a jamais eu de guerre, si ce n'est dans la littérature. Alors j'ai essayé de consulter, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir qui utilise ces termes de guerre de l'eau, comme on parle de guerre du climat, de réfugiés climatiques, désertification du Darfour. Alors les gens s'en vont et puis ils vont aller à la ville, et puis si on manque d'eau, peu à peu ils vont grimper vers les pays du Nord, et puis c'est une forme écologique du grand remplacement, quoi. Il va y avoir des conflits de population autour des ressources. Et quand vous regardez les débats, c'est toujours à peu près les mêmes acteurs du débat. Vous avez à la fois des associations, des ONG, parfois relayées par l'ONU, qui tirent des sonnettes d'alarme et qui sont souvent alarmistes et qui, eux, utilisent beaucoup la rhétorique de la guerre et du danger de guerre. Vous avez des experts qui sont soit géographes, soit hydrologues. Alors les hydrologues raisonnent en termes de pénurie d'eau et les géographes raisonnent en termes d'aménagement. Les économistes, c'est encore autre chose. Donc le GIEC met des rapports, ils sont en général beaucoup plus prudents à mesurer. Eux, ils n'emploient pas le terme de guerre de l'eau. Ils parlent des problèmes d'aménagement, d'atténuation, d'adaptation. Et puis vous avez la presse qui elle, a besoin de son propre tirage, qui va employer le mot, ou des essayistes qui vont employer le mot guerre de l'eau, parce que ça fait vendre. Mais quand vous regardez de près, en fait, vous voyez, derrière ce livre, La guerre de l'eau, on est en train de parler du conflit entre Veolia et qui... pardon. Et l'autre. Rappelez-moi. Merci. Le concurrent. Et la Lyonnaise des Eaux c'était Suez. Oui. Suez. Ouais. D'ailleurs, Veolia vient d'absorber, ça y est, c'est fait. Depuis l'été, donc il y avait deux grandes traditions en France, deux grandes responsables du circuit. Il y avait la Lyonnaise des Eaux, qui est devenue, mais j'espère que je n'inverse pas, mais qui est devenue Vivendi et Veolia, et puis la Compagnie Générale des Eaux, qui est devenue... Et tout ça vient de fusionner pour faire un grand géant de l'eau qui intervient à l'échelle internationale. Merci Jean-François. On va... Ouais, j'étais un peu bavard, oui. On va tout de suite prendre quelques questions, commentaires, plutôt des questions, parce que je vois beaucoup de mains qui se lèvent, qu'on puisse les prendre. Oui, monsieur. Donc c'est plus une réaction qu'une question. Déjà, bravo d'avoir réussi en moins de 2 heures à faire tenir tout ce savoir encyclopédique. C'est pas évident, surtout sur une question aussi transversale que l'eau. Voilà, moi, il y a quand même un point qui me semble important et qui n'a pas été vraiment évoqué, c'est quand même tout ce qui touche à l'eau
comme service public. Donc je pense à l'eau, l'assainissement, mais du point de vue vraiment la relation des individus en tant qu'usagers vis-à-vis d'un service qui est rendu principalement par des collectivités qui peuvent ensuite éventuellement faire le choix de déléguer ce service à Veolia, Suez, SOR, peu importe. Voilà, moi je pense quand même, c'est vrai que c'est excessif de parler de guerre lorsqu'on parle des tensions sur la question de l'eau. Par contre, il y a des tensions qui sont effectivement très fortes, qui traduisent finalement une certaine crise d'un modèle sociétal, d'un modèle économique qui est vraiment mis sous pression pour le coup. La sécheresse de cette année, vous avez raison de souligner son caractère historique. Pour un précédent d'une telle ampleur, il faut effectivement regarder du côté du règne de Louis XIV ou sinon peut-être de la sécheresse historique de 76. Mais ça traduit quand même des pressions quantitatives fortes et tout est lié. Les pressions quantitatives sur la ressource, elles amplifient les problèmes qualitatifs qu'on rencontre. Là, il y a eu un scandale récemment qui a éclaté pour des non-conformités réglementaires. Il y a 20% de la population qui boit de l'eau non conforme réglementairement en raison des métabolites de pesticides. Donc le quantitatif aggrave les problèmes qualitatifs et tout ça, ça entraîne des pressions sur le coût finalement des services publics. L'eau en général qu'on consomme, elle est à 3 €, 5 € le mètre cube. Et ce prix, il va être difficile à maintenir dans les années à venir, y compris en France. On a une pression qui est telle, mais les coûts de traitement de l'eau, ils vont augmenter parce que les problématiques liées aux pesticides, elles s'accumulent au fur et à mesure que les années passent. Ces pressions, elles sont aussi liées au fait que les sources se tarissent, les particuliers veulent se raccorder au réseau public. Ça génère également des coûts pour les infrastructures. Donc on a des pressions qui sont de plus en plus fortes et cette question de tension, ces tensions, elles vont devenir de plus en plus graves et c'est déjà un problème actuel en fait. C'est pas seulement un problème à venir, c'est quelque chose qui est invisible parce qu'on a d'autres priorités. On a les problématiques énergétiques, on a la guerre en Ukraine, on a eu la crise sanitaire ces dernières années, mais ce problème-là, il est réel. Il est juste pas très visible, pas très pris en compte par la population ni par les médias pour le moment. Une petite réaction, Jean-François ? Oui. Alors, vous avez raison. Alors, il n'est pas très visible, mais là, d'un seul coup, il est devenu. Il est devenu. Donc, je pense que de plus en plus de gens sont conscients des problèmes de l'eau. Ensuite, concernant sa gestion. Alors évidemment, ça c'est un grand débat politique. Donc ça fait maintenant quelques années que monte ce grand thème de l'eau comme bien commun, qui doit être. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'eau comme bien commun ? Tout le monde va admettre que l'eau appartient à tout le monde, et que c'est un droit fondamental. Bon, mais certains, dans les années 68, il y a un chercheur qui s'appelle Herding qui avait écrit un article qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle « La tragédie des communs », expliquant que quand il y a un bien commun, c'est-à-dire que ça appartient à tous, comme l'air, comme ça, il y a des risques que tout le monde puisse dedans n'importe comment. Donc vous prenez un étang, un village, les pêcheurs vont prendre du poisson, ils ont le droit, ça appartient à personne. Mais s'il y a beaucoup de pêcheurs et ils sont capables de prendre beaucoup de poissons, petit à petit ils vont vider l'étang. Et donc c'est un bien commun qui peut être surexploité par la liberté d'utiliser ce qui est à tout le monde. Donc Harding lui disait, non, il faut privatiser ou alors mettre en place un système public, c'est-à-dire une autorité publique qui définit des normes, ou alors un privé qui lui va faire attention aux zones parce qu'il va faire payer le droit d'accès. Parce que, Alors évidemment, ça a donné lieu, vous imaginez bien, à plein de débats qui aboutissent maintenant à peu près toujours au même type de débat qui est est-ce que l'eau, ça doit être géré par une autorité publique, par des sociétés privées. D'ailleurs, André Frérot, le patron d'Eolia, lui, est pour le bien commun. Il dit, moi, je ne vends pas de l'eau, elle est à tout le monde, l'eau. Moi, je vends un service pour donner l'accès à tout le monde. C'est autre chose. Ou alors par la démocratie des citoyens, ce qui est encore une autre façon de faire. Et en fait, quand vous regardez la gestion de l'eau dans un pays comme la France, en fait, c'est un système de gouvernance où les trois acteurs interviennent.
les associations de pêcheurs, les citoyens, le public, le privé. Donc c'est très très difficile à gérer, donc je me tais pour ne pas dire de bêtises. On va prendre quelques questions ensemble pour essayer d'y répondre au maximum. Monsieur ? Oui, à vous écouter, je m'interrogeais sur le sens de ce qu'on appelle la limite planétaire de l'utilisation de l'eau douce, donc qui est une des 9 limites planétaires. On sait que l'eau est le principal gaz à effet de serre, mais n'a pas directement un impact majeur sur le réchauffement climatique. Par contre, il y a cet indicateur-là, qui est un indicateur global, puisque planétaire. Et je me demandais finalement de ce qu'on vous nous avez dit ce matin, mais c'est assez intuitif, les questions de disponibilité de l'eau, c'est les disponibilités par pays ou les disponibilités par usage, mais j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec cet indicateur à l'échelle planétaire. Eh bien, c'est une bonne question, pas grand-chose, parce que justement, on s'aperçoit que c'est complètement penser qu'il y aurait une sorte de stock d'eau global utilisé par les humains, puis ils devraient quand même maintenant faire attention, parce qu'il va y en avoir moins. D'abord, il ne va pas y en avoir moins. Les réchauffements va entraîner aussi la fonte des glaciers. Donc il y a des disparités régionales extrêmement importantes. Je vous disais, le Canada a beaucoup d'eau, mais il ne va pas le transporter non plus chez nous. Donc ça n'a pas de sens d'imaginer qu'il y aurait une sorte de stock d'eau qui se renouvelle d'ailleurs en permanence. Ça ne change pas, hein, les 3% qui sont là. Et il y a largement, si on faisait un simple calcul en disant il y a 11 milliards, on va compter 10 milliards d'humains à la fin du siècle, divisé par le nombre d'eau disponible, ça ne marche pas comme ça. Il y a des régions qui vont souffrir pour leur agriculture, qui doivent se reconvertir, et c'est massif. Et puis d'autres qui vont avoir l'eau. Donc c'est d'ailleurs pourquoi il y a un débat entre les hydrologues et les géographes, parce que l'approche hydrologique a consisté souvent à ne voir qu'un aspect, une sorte de flux général d'eau. Ça ne sert à rien, par exemple, de demander durant l'hiver à fermer un petit peu son robinet, parce que vous voyez bien que ça, à l'échelle individuelle, en plus, si c'est quelqu'un qui est au Brésil ou qui est au Canada, qui fait une restriction d'eau parce que ça va faire des économies, pour qui ? Pour plus tard ? Non. C'est l'agriculture qui doit massivement se reconvertir. Pas le particulier en ouvrant plus ou moins son robinet. Alors évidemment, c'est évident, mais ça on l'a déjà vu, les piscines, il va y en avoir moins dans la région du sud le sud de la France, remplir des piscines tous les étés. Maintenant... On va prendre une autre question, Jean-François, parce que je vois qu'il y en a. Donc, on essaie d'en prendre deux d'affilée. Je pose la question, les bassines qui servent de stockage j'en ai vu moi dans l'ouest de la France, qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est plutôt bien ou pas ? Les bassines de stockage. Et pour les agriculteurs, les grandes bassines sur du plastique noir qu'on voit un peu partout ? Il n'y a pas que les agriculteurs, même les particuliers le font maintenant pour récupérer les eaux fluviales. Je ne suis pas un spécialiste technique de la question, mais je ne vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée. Non ? C'est mauvais ? Alors il paraît que c'est mauvais. J'ai entendu dire que c'était les nappes phréatiques. Pardon, vous pouvez répondre. C'est du prélèvement plutôt qui n'est pas mauvais parce que c'est et comme les rivières sont déjà sous pression, notamment en période d'étiage, la pression sur le milieu est forte en fait. C'est de l'eau qui n'est pas restituée au cycle de l'eau finalement. Et les grandes polémiques, elles sont liées au fait que ces bassines, en plus, on cherche à les financer avec de l'argent public alors qu'elles vont bénéficier qu'à un certain nombre limité d'exploitants irrigants. Voilà. Merci, monsieur. On va prendre une autre question. Tu veux pas attendre d'avoir deux questions à la suite ? Ah oui, je ne savais pas y répondre. Donc. Bonjour et merci de votre intervention. J'avais une question, c'est peut-être bête d'ailleurs, mais y a-t-il, sinon pourquoi ne cherchons-nous pas à exploiter les quasi 98% d'eau saline en les désalinisant ? Trop cher à produire, donc à consommer, trop complexe par manque technologique ou peu d'intérêt économique sur le court terme pour des investisseurs. Je pense notamment au stress hydrique dans les régions d'Afrique du Nord. Merci. Alors je ne sais pas d'où est venue la question. Tout en haut, regarde. Oui. Ah d'accord. Très bonne question, d'ailleurs certains le font. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes désalinisent l'eau
Et maintenant, alors c'est effectivement très coûteux du point de vue énergétique, mais c'est techniquement facile, hein, puisque c'est de la. Alors maintenant, il y a des procédés nouveaux qui sont pas simplement de la distillation, consiste à faire chauffer de l'eau puis recueillir l'eau. Donc maintenant, il y a des techniques qui progressent et évidemment, on les montre du doigt parce que souvent, comme c'est des pays très très riches et qui utilisent cette eau en abondance pour faire maintenant des nouveaux jardins de Babylone, c'est-à-dire au milieu du désert, produire pour une petite élite des sortes de termes romains très luxueuses, c'est discutable. Mais sur le principe, effectivement, technologiquement, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est peut-être une solution parmi d'autres dans certains cas. On a une question devant. Oui, pour rebondir sur la question précédente. Tout d'abord, merci de votre intervention, c'est magnifique. Puisque chaque chose est utile, a priori, dans la nature, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'eau de mer et aussi peu d'eau douce? Oh là là. Bon, mais ça nous rappelle une chose très importante, notre question. Pourquoi il y a autant d'eau de sel? Comme je l'ai expliqué au départ, c'est lié à l'origine de l'eau, qui est mélangée à des sels minéraux qui se trouvent dans la terre. Bon, et donc l'eau douce, c'est celle qui vient par distillation, celle des nuages et autre chose. Mais c'est une question très profonde, effectivement, que vous posez, c'est que pourquoi il n'y a pas de finalité? Nous sommes dépendants de l'eau, on fait partie d'un grand cycle de l'eau, mais ça n'a pas été fait pour nous nourrir. C'est les humains qui sont, enfin les humains, les plantes, tous les êtres vivants terrestres qui sont adaptés à cette eau-là. Et la vie, elle est sortie à la fois effectivement d'une eau salée pour aller en plus vers une eau douce. Non seulement ils sont allés sur la terre, mais vers l'eau douce. On s'est bien compliqué la vie, mais évidemment il n'y a pas de finalité là-dedans, si ce n'est qu'on appartient à un grand cycle. Après, il faudrait demander au créateur ensuite. Et là, c'est plus de mon ressort. Et vous n'avez pas la réponse? Non. Merci beaucoup. On va. Si une dernière question. Allez, il est -5, on a le temps. Sur le dernier schéma que vous nous avez montré, sur la consommation moyenne des Français par an, la consommation d'eau en 75 était bien supérieure à celle de 2004 et ça m'a surpris. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Alors, exact. Ah, vous avez bien relevé. Alors, attendez, où est-ce que j'ai trouvé mon schéma? En 1975, alors j'ai plus les chiffres, mais je sais pas. Comment vous avez repéré ça? C'est moi qui l'ai écrit, ça, quelque part, c'est sûr. Effectivement, ah oui, c'est ici. 106 litres d'eau en 75, c'est 165, j'ai fait une erreur, en 2004, et aujourd'hui 150. Donc, il y a eu une progression de 75 à 2004, mais on a diminué. Simplement parce qu'on gère mieux. Oui, bien sûr. Alors, excusez-moi, c'est 165 en 2004, il faut que je corrige. Ah, bien alors, voilà, bravo, oui. Merci à tous en tout cas. Vous pouvez juste une toute petite seconde pour vous dire que vous pouvez retrouver notre humanologue préféré, même si on aime aussi beaucoup Edgar Morin, sur le stand de sciences humaines à l'intérieur. Vous trouverez aussi les derniers numéros de Sciences Humaines. Il y en a notamment un qui vient de sortir sur l'histoire de la guerre des origines à l'Ukraine. Le dernier numéro de l'Humanologue, c'est sur le thème « De quoi avons-nous vraiment besoin ?», qui rejoint quelques-unes des questions que nous avons posées aujourd'hui. Et puis vous trouverez aussi nos livres et Patricia qui vous attend. À bientôt et bonne fin de salon. Merci beaucoup à tous.